Clémentine. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Clémentine, tu es députée de Seine-Saint-Denis, députée Nouveau Front Populaire. On est juste après la conférence de presse que vous venez de donner avec Hendrik Davy, Raquel Garrido, Alexis Corbière et d'autres pour lancer l'APRES. C'est l'Association pour une République écologique et sociale. C'est quoi exactement que ce truc? Alors, c'est une association qui regroupe notamment, pour démarrer, les insurgés, c'est-à-dire celles et ceux qui viennent de l'histoire de la France insoumise, mais qui ont critiqué son profil politique, le manque de démocratie et le besoin d'union. Et toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans notre trajectoire aujourd'hui, il fallait bien leur offrir un espace, une forme de sas, puisque ce que nous voulons, c'est être un ciment pour le nouveau Front populaire. Comme nous l'avons toujours dit, sans le rassemblement des gauches et des écologistes, nous n'aurons pas de majorité dans ce pays, et que cette union, elle doit se faire sur la base d'un projet de transformation en profondeur du pays. Donc ce sont un peu nos deux axes fondateurs. Et nous lançons donc un espace associatif qui sera un élément du processus auquel nous sommes attachés et dans lequel nous nous engageons de création d'une nouvelle force politique. Ça, c'est pour les temps qui viennent, et nous nous adressons à la fois à des personnalités du mouvement social, à des jeunes, moins jeunes des quartiers populaires, à des féministes, à des activistes, à des jeunes qui défendent la bataille sur le climat, etc., etc. Bref, toutes celles et ceux qui ont envie de construire cette nouvelle force, qui ont mis beaucoup d'énergie dans le nouveau Front populaire, qui n'ont pas forcément envie d'adhérer dans telle ou telle formation existante, et qui se disent que oui, on a besoin d'un outil qui protège de l'éclatement qui reste toujours possible, hein. C'est quand même un écueil dans lequel il ne faut pas tomber, mais qui reste devant nous. On sait que la NUPES a éclaté, on sait aussi dans l'histoire que le front de gauche avait aussi éclaté. Donc on a besoin d'éléments fédérateurs et aussi d'emmener la société civique qui s'est mobilisée avec nous, si c'est possible. En tout cas, on leur tend la main, comme on tend la main pour créer une nouvelle force politique à des organisations existantes, comme la gauche éco-socialiste, comme Génération, comme GDS, comme d'autres, qui ont envie d'être acteurs de ce nouveau Front populaire et de peser dans les négociations en cours, peser sur le cours des choses, peser pour que tout ça soit bien cimenté et que tout ça s'oriente du côté du flanc gauche, parce que l'éclatement est une menace, mais le renoncement aussi, notamment une fois qu'on est au pouvoir, ou en tout cas dans son projet, est aussi une menace. Et nous, on est favorable à ce que notre programme, notre proposition politique prenne à la racine les problèmes. Dans les gens qui étaient présents à la conférence de presse, il y avait beaucoup de députés et d'anciens députés de la France insoumise. Est-ce qu'on doit comprendre que l'après, c'est aussi l'après France insoumise, que tu décris comme une ouverture par rapport à ce qu'a été la France insoumise, qui était plutôt dans une dynamique hégémonique? Vous dites, bah non, nous, on va s'ouvrir. Mais est-ce que c'est l'après France insoumise? Alors, ce qui est rigolo, c'est que, comme l'ont noté très vite nos amis de la France insoumise, l'association L'Après, elle a été déposée, en fait, au moment des européennes, puisque nous étions, c'est une notoriété publique, hein, en désaccord avec le profil général, et notamment le fait que c'était très virulent à l'égard de ceux qui sont devenus depuis nos partenaires. Et donc on avait à cœur, tout en restant dans la France insoumise, d'avoir une association qui nous permette de nous relier, nous, les députés qui travaillons ensemble, qui avons émis les mêmes critiques. Insoumis. Là, c'était à l'intérieur de la France insoumise. Uniquement insoumis, à l'intérieur de la France insoumise, comme il y a dans la France insoumise des partis politiques. Alors nous, c'était pas un parti, c'était une association que nous voulions créer, et on avait en tête, en effet, déjà d'avoir ce fil conducteur de l'union, d'un profil qui permet l'union. C'était déjà dans nos têtes, et c'est pourquoi on avait déposé des statuts pour ça. Alors évidemment, l'après prend une toute autre tournure depuis cette purge, puisque nous nous trouvons en dehors de la France insoumise, mais j'ai envie de dire que nos partis pris, ils ont une résonance presque encore plus forte, hein. C'est-à-dire que les critiques qu'on avait émises, aussi sur la démocratie interne, on voit le résultat, elles avaient tout leur sens et tout leur fondement. Donc aujourd'hui, on est dans autre chose, c'est-à-dire que l'après prend une tournure, comme je le disais, très différente, puisqu'il s'agit d'être un élément
de la nouvelle force que nous voulons construire. Donc on met d'une certaine manière au pot commun les forces issues de la France insoumise. Vous avez vu peut-être déjà, si vous avez cliqué sur le site de l'Après, qu'il y a non seulement les députés comme Alexis Corbière, Hendrik David, Daniel Simonet et moi-même, mais aussi le président de Picardie Debout, mais aussi Raquel Garrido, mais aussi de nombreux élus qui, dans toute la France, ont décidé d'emblée, en passant quelques coups de fil là depuis dimanche, de faire partie des fondateurs de cette association l'Après, qui a vocation à s'ouvrir très largement à toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans ce que nous disons, ce que nous proposons. Il y a une personne qui n'était pas présente dans votre conférence de presse et qui n'est pas non plus présente sur le site, c'est François Ruffin, qui fait aussi partie de ces purgés / insurgés. Il est où, François Ruffin ? Il n'avait pas envie d'être dans cette conférence de presse et associé dans cette démarche, qui était déjà le cas quand on avait l'idée de faire l'association l'Après. Néanmoins, comme je l'ai dit, Guillaume Ancelet de Picardie Debout y est présent. Et je veux rassurer tout le monde, nous travaillons ensemble. Nous serons dans le même groupe, même si à l'heure où je parle, je ne sais pas encore dans quel groupe politique nous allons siéger. Nous voulions un groupe politique avec les communistes et les écologistes. Ce groupe commun, à l'heure où je parle, a priori, ne va pas voir le jour, mais sait-on jamais, les discussions sont encore en cours. Donc la décision, nous la prendrons ensemble. Ces 5 députés restent soudés, que nous resterons soudés dans cette décision, et nous travaillons au quotidien avec François. Maintenant, c'était peut-être pas tout à fait son histoire. Il n'a pas souhaité être avec nous dans ce moment-là et dans la presse. C'est à lui qu'il faut peut-être poser la question. J'ai pas envie d'être sa porte-parole et de déformer ce qu'il a à dire. Mais je veux dire, ne racontons pas que du coup il y aurait une forme de division. C'est une nuance, j'ai envie de dire. Et j'espère bien que nous serons ensemble dans la nouvelle force politique à venir. Dans les ouvertures que tu as citées, tu as parlé de Génération, de GES, etc. Est-ce qu'il peut aussi y avoir des membres d'Europe Écologie Les Verts, du Parti Socialiste ou du Parti Communiste, et des autres grosses forces Mais bien qui veut, Pablo. Oui, bien qui veut. Quand on crée une force politique, par définition, quand on crée une force politique, par définition, elle est ouverte à partir du moment où les bases politiques que nous posons sont claires. Qui a envie de venir sur les bases politiques que nous poserons ensemble quand il y aura cette nouvelle force. Mais attention, l'idée n'est pas d'aller dépouiller toutes les autres formations politiques pour créer la nôtre. Ce qu'on veut aussi, c'est créer de l'énergie dans le pays. J'insiste sur ça parce que là, ce qu'on voit depuis une semaine, c'est beaucoup un cartel des organisations existantes. Et il y a une énergie forte qui s'est développée pendant toute la campagne, qui, au fond, n'a pas vraiment d'espace aujourd'hui. Ce sont ceux qui ont fait les convois de la victoire, ce sont celles et ceux qui ont fait l'Union maintenant, après l'appel de Julia Cagé, ce sont celles et ceux qui se sont mobilisés dans les campagnes. J'ai eu beaucoup d'échos de citoyennes et de citoyens ou de militants syndicalistes, associatifs, divers, qui ont trouvé qu'il fallait faire quelque chose dans le nouveau Front populaire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'elles font ? Donc on a aussi envie d'être un cadre en tout cas, qui peut répondre à cette aspiration d'être dans le nouveau Front populaire, ou en tout cas un élément actif pour cimenter le nouveau Front populaire au moment où peut-être qu'il pourrait y avoir des logiques infernales, vous voyez, tu vois Pablo, qui visent à la fin à ce que l'union soit brisée. Donc tous ces gens-là, il faut qu'on leur parle. Je pense aussi aux quartiers populaires. On sait que c'est pas évident les relations entre les militants des quartiers populaires, issus de la diversité et les partis politiques. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on crée n'est pas le bout du chemin. C'est quelque chose qu'on initie en tendant la main. Donc, l'Après, c'est pas un parti, ok. Est-ce que ce serait pas la version 2, en gros, du Parlement de l'Union populaire, qui finalement n'a jamais vu vraiment le jour, et qui devait être exactement, je crois que Aurélie Trouvé, à l'époque, on parlait un peu de la même façon, elle disait que ça devait être le ciment de la NUPES. Je pense que ce Parlement de l'Union populaire n'a jamais vraiment eu en fait de vie. Oui, mais il y a eu un objectif. Il était rattaché. Il travaillait avec les organisations, donc je pense qu'on pourrait aussi se dire qu'il pourrait exister un Parlement
du nouveau Front populaire. Non, du nouveau Front populaire. Moi, je suis favorable à ce qu'on propose un Parlement du nouveau Front populaire dans lequel des forces intellectuelles, syndicales, associatives puissent être en dialogue avec les forces politiques. Donc ça pourrait exister. Pour l'instant, l'adhésion directe n'est pas proposée au nouveau Front populaire. Il n'y a pas encore de proposition sur un hypothétique Parlement de ce type. Moi, je souhaite que ça ait lieu. Si ça a lieu, tant mieux. Et si ça n'a pas lieu, eh bien, j'ai envie de dire, faisons-le nous-mêmes. Créons partout les comités du nouveau Front populaire. Ça, c'est le message central qu'on veut faire passer. Partout, là, maintenant, ne laissez pas tomber cette histoire-là, ne rentrez pas chez vous. Soit on gouverne et on a besoin de comités de base du nouveau Front populaire, soit on ne gouverne pas et on a besoin de construire la suite pour être majoritaire demain. Donc il faut que tous ces gens qui se sont engagés, ils puissent trouver un endroit où continuer leur engagement. C'est pour ça que je ne veux pas que ça se referme en cartel sur les 4 organisations existantes, parce que je pense que ça ne suffit pas à apporter une réponse à toute cette énergie qui s'est déployée. Donc soit le cartel décide de s'ouvrir, de créer ce Parlement ou toute autre forme, d'avoir un espace de dialogue, encore une fois, avec les syndicalistes, les associatifs, les activistes. Et si cela ne se fait pas, nous proposons en tout cas d'ouvrir nos espaces, notre processus à toutes celles et ceux qui le voudront. J'ai écouté les différentes prises de parole lors de la conférence de presse et sur le fond, ce qui a été dit, c'est nous, on est raccord avec ce qui avait été proposé et par la NUPES, le programme de la NUPES et le projet de la NUPES, et le programme et le projet du nouveau Front populaire. Est-ce que je dois en conclure que la seule proposition de l'après est une proposition formelle, c'est-à-dire de rapport, comme tu l'as dit, aux associations, aux intellectuels, au peuple finalement, et aux autres partis, aux différents partis de la gauche? Ou est-ce qu'il y a aussi une proposition de fond qui diffère finalement un peu de ce qui était proposé et par le nouveau Front populaire et par les différentes forces du nouveau Front populaire? Alors, c'est d'abord en effet une proposition stratégique. Voilà. C'est-à-dire que c'est une proposition ferme et durable de dire il faut l'union des gauches et des écologistes, et c'est une proposition ferme et durable de dire que cette union, elle doit se faire sur la base d'un projet qui transforme en profondeur le pays. Donc ça, c'est stratégique d'abord. Ensuite, sur le programme, la proposition, le récit, moi, je suis convaincue qu'on n'est pas au bout. Alors ça ne veut pas dire immédiatement, dès qu'on dit qu'on touche au programme, je les entends déjà, mes camarades, en tout cas sur côté insoumis, dire oh là là, si on touche au programme, c'est pour diluer, c'est-à-dire faire un programme qui serait moins à gauche pour aller vite. Moi, c'est pas ce que je pense. Mais je pense en revanche qu'on n'est pas au bout du travail. On n'est pas au bout du travail pour arriver à trouver les bonnes propositions qui fédèrent, notamment ce qu'on dit souvent, les tours et les bourgs, en tout cas dans les quartiers populaires comme chez moi en Seine-Saint-Denis et dans les campagnes, les sous-préfectures. Je pense qu'on a encore un travail de proposition, de formulation à faire. Je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels on ne peut pas cesser de travailler. Donc l'idée qu'il y a un programme figé qu'on ne touche pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Et si on le touche, c'est pas pour en rabattre. Tu vois, c'est pas pour dire dès qu'on va toucher au programme, c'est pour le diluer ou faire un programme à l'eau de rose. Je ne crois pas. Et le monde intellectuel doit nous aider. Il doit nous aider sur le récit. Il doit nous aider à affiner le programme. Il doit nous aider sur le projet. Et si on pense qu'on est au bout, je crois qu'on n'a pas compris, on n'est pas lucide, puisque nous ne sommes pas majoritaires dans le pays. Donc il faut continuer à travailler. Et c'est vrai que moi, je suis attachée au fait que si notre force politique voit le jour, ce que je crois, puisque nous initions un processus, eh bien celui-là doit se dire qu'il a encore du travail devant lui. Il n'y a rien de pire que se dire on a tout. On a le candidat, le programme, le projet, tout. Alors on se dit mais alors pourquoi on ne gagne pas si on a tout? C'est bien qu'on n'a pas tout à fait tout. Et d'ailleurs, on n'a pas tout à fait tout, puisque dans le nouveau Front populaire, on peine à trouver un premier ou une première ministre aussi, même factuellement. Et à constituer un gouvernement. Donc en termes de méthode, en termes de culture de l'union, on a beaucoup à faire. Et c'est à tous ces chantiers qu'on veut s'atteler avec, encore une fois, ces 2 piliers forts, rassemblement sur la base d'un projet de transformation radical, c'est-à-dire qui prennent les problèmes à la racine. C'est stratégique et ça découle aussi des éléments programmatique. Programmatique, en tout cas, tu vois, de manière d'affiner aussi les choses. Tu as parlé donc de ce rapport en fait finalement du projet et du programme avec le peuple, et donc tu dis que ça nécessite
peut-être d'être un peu affiné, prolongé et approfondi. Mais il y a aussi ce qui se passe à l'Assemblée nationale, parce que comme tu l'as très justement dit, si le nouveau Front populaire l'a emporté dans les dernières élections, il n'a pas réussi à obtenir une majorité dimanche dernier. Dont acte. Est-ce que toi, comment est-ce que tu envisages, parce que tu es aussi député, comment est-ce que tu envisages la possibilité pour le nouveau populaire, un, de former un gouvernement, et deux, derrière, d'obtenir des majorités sur des textes? Parce que, et je reviens au programme, il y a sur les différentes propositions, je sais pas moi, la création d'un ISF climatique ou de 14 tranches d'imposition qui sont dans le programme du nouveau Front populaire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale sur les 14 tranches d'imposition. Donc, comment est-ce que là aussi, tu penses qu'il faut réaffiner, reconstruire, etc., pour permettre au nouveau Front populaire d'avancer et de réformer, où il faut dire, bon, non, tant pis, on ne prend pas le pouvoir, parce que non, moi je suis pour qu'on prenne le pouvoir. C'est Emmanuel Macron et la Macronie qui ont la responsabilité aujourd'hui de choisir qui est Premier ministre et qui gouverne. Ils ont eu une cinglante défaite. L'extrême droite ne peut pas gouverner, il y a eu un énorme barrage et d'ailleurs qui a bien fonctionné. Donc il reste le nouveau Front populaire comme hypothèse. Raconter que dans cette configuration, personne n'a de majorité absolue. Si nous arrivions à gouverner, nous pourrions appliquer tout notre programme, est évidemment un mensonge. D'ailleurs, personne ne peut croire une chose pareille. Ça n'est pas vrai, nous n'avons pas de majorité à l'Assemblée nationale. Dire que nous ne pourrions rien faire, c'est aussi faux. L'abrogation de la loi sur les retraites, je pense qu'on peut trouver une majorité à l'Assemblée nationale. Augmenter le SMIC, c'est un décret. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on peut aller chercher des majorités au Parlement. Mais il faut dire clairement aussi que nous ne voulons pas brutaliser le pays et que nous allons chercher des méthodes démocratiques pour voir jusqu'où nous pouvons aller. Mais je voudrais tout de suite alerter sur le fait que ce n'est pas la même chose d'imposer un 49.3 sur un projet qui a l'assentiment de la majorité des Français que de prendre un décret sur une proposition politique où la majorité des Français est d'accord. C'est pas pareil. Parce que quand on gouverne, il faut aller chercher des majorités dans le pays. Et je crois que beaucoup de nos propositions sont majoritaires dans le pays. Quand on parle de la... Toi, tu penses qu'on peut utiliser les outils que vous avez dénoncés comme antidémocratiques? Non, je viens de dire que non. Mais tu dis juste que c'est pas... Parce que là, tu as l'assentiment du pays, alors que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, lorsqu'ils ont utilisé le 49.3, ils n'avaient pas l'assentiment du pays. Nous avons dans notre programme le fait de ne pas utiliser le 49.3. C'est dans le programme du nouveau Front populaire. Mais je parlais d'un décret, par exemple. Le décret, c'est pas violent comme un 49.3, c'est pas la même chose. Mais je dis que prendre un décret comme le fait Gabriel Attal aujourd'hui, avec des mesures anti-écologiques, là, il est en train de le faire. Bon, ça, je trouve ça pas possible. Voilà. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de garder la tête tournée vers qu'est-ce qui est majoritaire dans le pays. Qu'est-ce qui peut rendre de la justice sociale? Qu'est-ce qui peut favoriser la démocratie? Qu'est-ce qui peut permettre de battre en brèche le ressentiment qui est le moteur de l'extrême droite? C'est ça qu'il faut aller chercher. Or, si Macron décide de faire un bricolage avec le bloc central et puis quelques brebis égarées, je pense qu'il va poursuivre la même politique, le même cap, et donc il va mettre du charbon dans la machine à ressentiment, dans la machine à inégalité, dans la machine... Bon. Donc il faut sortir de là. Et si nous gouvernons, il ne faut pas le faire comme l'a fait la Macronie, avec la même brutalité et en méprisant le Parlement. Il ne faut pas mépriser le Parlement. Est-ce que tu n'as pas peur, si jamais le nouveau Front populaire arrive à constituer un gouvernement et que Emmanuel Macron le proclame, ou l'annonce, je ne sais pas comment on dit, et que derrière, vous ne puissiez pas appliquer pas mal de choses de votre programme pour des raisons qu'on a dit tout à l'heure de composition de l'Assemblée nationale, que la gauche déçoive. C'est-à-dire que, en gros, qu'il n'y ait pas de Lodman qui chante, que les gens se disent c'est super, la gauche est au pouvoir, mais rien n'a changé véritablement dans notre vie et on a toujours du mal à la fin du mois. Et que après, du coup, ça pénalise cette dynamique de gauche pour les prochaines élections. Je pense notamment aux présidentielles de 2027. Décevoir, est-ce que c'est pas un enjeu et Alors, pour ne pas décevoir, ne pas raconter qu'on va faire tout le programme. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, si on arrive et qu'il y a un choc de pouvoir d'achat, je ne crois pas qu'on va décevoir. Si on arrive et qu'on est capable de redonner 2 années de retraite immédiatement aux Français, je ne crois pas qu'on va décevoir. Je pense qu'on ne décevra pas si on ne ment pas aux Français. Je pense qu'on ne décevra pas si les Français perçoivent qu'on cherche au maximum
à faire tout ce qu'on peut pour améliorer leur quotidien. Donc moi, je pense que c'est une chance si nous y arrivons. Et c'est pourquoi je regrette que nous soyons vendredi midi et que nous n'ayons pas encore trouvé de premier ou de première ministre pour que Emmanuel Macron soit face à une proposition et qu'on puisse avoir aussi un engouement qui se manifeste dans le pays pour dire voilà ce qu'on veut, que ça se manifeste. Tu vois ce que je veux dire de toutes parts en disant voilà, on a une proposition, allez, on est prêt. On est prêt. Et de ce point de vue, je pense que si les députés avaient été associés, alors idéalement, si on avait eu un groupe Nouveau Front Populaire et qu'on avait dit aux députés, vous enfermez, vous votez, vous nous trouvez un premier, une première ministre, peut-être qu'on aurait été plus efficace, même si je suis pour que les partis politiques donnent aussi leur avis sur ce point. Hein, mais il faut le faire ensemble. Les organisations politiques et aussi les députés qui, à la fin, votent et ne peuvent pas être juste une chambre d'enregistrement, que les choses soient quand même claires là-dessus. J'ai une dernière question, Clémentine, tu m'as pas mal parlé, cette question du premier ou de la première ministre. Ça se décide. C'est les chefs de parti, les chefs des 4 grands partis, en gros, qui se mettent dans une salle et qui essaient de trouver un nom et même des noms pour l'ensemble des ministres. Le Front Populaire, c'est pas que ces 4 partis, parce que par exemple, il y a toi, Alexis Corbière, etc. Vous n'êtes pas associés puisque vous n'êtes plus dans un parti, donc genre vous n'êtes pas représentés dans les gens qui décident de ce nom, premièrement. Deuxièmement, le Front Populaire, c'est même pas uniquement que des partis politiques ou des représentants à l'Assemblée nationale, c'est plus large que ça. On voit par exemple que les syndicats commencent un peu à s'en mêler et disent bon, bah, le 18 juillet, nous on va aller manifester, y compris devant l'Assemblée nationale, pour mettre la pression et d'un côté à l'exécutif, enfin à Emmanuel Macron pour qu'il nomme un Premier ministre issu du Nouveau Front Populaire, mais aussi sûrement un peu une pression sur les différents partis du Nouveau Front Populaire pour qu'ils se mettent d'accord sur un premier et une première ministre. Et c'est pas les seuls, hein. Il y a aussi les assos et globalement tout le peuple de gauche qui est là, qui commence un peu, comme dirait Sandrine Rousseau, à s'impatienter. Bien sûr, mais on est impatient. Oui, mais est-ce que du coup il n'y a pas un problème dans le mode de désignation de ce Premier ministre? Pourquoi ce serait genre les 4 chefs à plumes là qui décident dans leur coin de qui va être Premier ministre? Moi, je pense qu'au moins les députés auraient dû être associés. Idéalement, on aurait pu faire quelque chose de plus vaste, mais c'est pas simple. Je veux dire, on va pas maintenant faire une primaire grand angle. Enfin, je veux dire, on n'est pas en état d'organiser ça. Et puis j'ai l'impression que les Français, enfin en tout cas le peuple de gauche qui s'est mobilisé, il a envie qu'on trouve une solution. Je pense que le plus du plus, c'est ça dont il a envie. Trouver une solution. C'est pas, on s'en fout complètement de qui, mais il y a un peu quelque chose de cette nature. Faites quelque chose, quoi. Faites quelque chose, allez-y, sortez, on y va, on se met tous ensemble. Et tu as bon espoir qu'il y ait quelqu'un qui soit trouvé, parce que franchement, quand on écoute les insoumis qui disent faut que ça soit un insoumis, les socialistes qui disent faut que ça soit un socialiste, moi je suis là, genre, bon, bah, je ne vois pas trop comment, à ce stade, hein, on est vendredi midi, là, je ne vois pas trop comment ils pourraient aboutir sur un nom, comment les insoumis pourraient accepter un socialiste et les socialistes un insoumis. Ouais, écoute, je te parle à toi, écoute, j'ai écouté. Je pense qu'on a connu aussi dans des négociations ces rapports de force et puis à la fin, on trouve un compromis. Donc je ne suis pas dans les négociations, je ne suis pas capable de te dire ce qui va sortir. Dans les programmes, j'ai vu ce qui a été fait pour la NUPES et le Nouveau Populaire. Oui. Ils mettaient une astérisque et puis ils disaient bon, on n'est pas d'accord sur le nucléaire, genre les communistes et machin, on n'est pas d'accord et puis voilà. Enfin, là, le problème, c'est qu'il faut un nom. C'est-à-dire que genre, t'es pour ou t'es contre le nucléaire. Tu vois, t'as pas le choix, t'as pas une petite astérisque qui permet à chacun de Bien penser sûr, ce je qu'il veut, comprends. Ouais. Mais c'est une difficulté, mais j'espère bien qu'il y a une possibilité de la surmonter. Je n'ai pas la solution, mais je pense qu'on doit pouvoir la surmonter. Bon, je touche du bois. Il faut toucher du bois. Voilà. Je ne sais pas si c'est en touchant du bois que ça va marcher, mais en tout cas, il y a nécessité absolument d'avancer là-dessus. Et tu parlais de la mobilisation qui arrive. Je pense que c'est très important que le peuple comme ça de gauche reste mobilisé. J'ai parlé des convois de la victoire, des meetings qui ont été organisés avec à Marseille, à Montreuil, mais aussi des militantes féministes, et je terminerai peut-être cet entretien là-dessus. Il y a eu aussi une marche contre l'extrême droite, une grande manifestation féministe, et je pense que vraiment, alors c'est mon histoire aussi, hein, mais que le féminisme devrait davantage insuffler cet univers politique, parce qu'il y a beaucoup de clés pour repenser le rapport au pouvoir, pour trouver du consensus et pour apaiser nos pratiques qui sont parfois trop brutales. Et je nous invite vraiment, pour terminer, à tous s'imbiber vraiment de ce que la pensée féministe peut apporter à la vie politique. Merci beaucoup Clémentine. Merci Pablo.